C'est bon. Alors, eh bien, j'ai le plaisir de déclarer ouvertes les rencontres Alcor 2021. Alors, les rencontres Alcor 2021, parce que nous organisons chaque année des rencontres qui sont soit en présentiel, soit et ou en vidéo. Cette année, les mesures sanitaires qui étaient encore en mesure et qui sont encore en mesure pour le passage de la frontière avec la Suisse a fait que, nous avons préféré, faire les rencontres exclusivement en vidéo parce que nous avons pensé que nous rencontrer en Suisse allait vraisemblablement réduire le nombre de participants. Mais de toute façon, même si nous avions été également en présentiel, nous aurions fait également, une participation des rencontres en vidéo. Alors, cette année, le thème que nous avons choisi, c'est celui des technologies nouvelles. Alors, technologies nouvelles, la liste est énorme entre biotechnologie, nanotechnologie, big data, intelligence artificielle, etc. Ce qui est certain, c'est que ces nouvelles technologies révolutionnent l'ordre du monde, faisant naître, d'une part des opportunités, mais aussi, des questionnements immenses. Cette révolution touche tous les secteurs d'activité et donc ces questionnements portent, sur le monde, et aussi, viennent questionner, la réalité de l'être humain. Alors, c'est ce que nous nous proposons d'étudier, c'est ce thème que nous nous proposons d'étudier à la lumière des principes spirituels, en essayant de regarder à la lumière de ces principes, quels sont les questionnements fondamentaux qui sont soulevés et comment est-ce que nous pouvons y mettre un peu de discernement. Donc nous aurons 2 conférences, une ce matin et que je vais faire et une autre cet après-midi qui sera faite par Laurent. Cet après-midi, ce sera à 14h30. Alors bien sûr, le questionnement que nous allons faire ensemble est loin d'être exhaustif. Heu, ce ce même thème sera le thème de notre prochaine revue du Son Bleu, qui paraîtra à la fin de l'année. Hein, donc, nous pourrons continuer à réfléchir ensemble sur ce thème, dans la revue du Son Bleu, mais il va de soi que là aussi, le questionnement sera loin d'être exhaustif. Alors, eh bien, je vais commencer, cette 1re conférence, qui a pour titre «Expansion technologique à la lumière des rayons cosmiques». Alors, vous l'avez compris, il ne va pas s'agir ici d'opposer, les technophiles aux technophobes, mais de réfléchir sur ce que les nouvelles technologies nous montrent du processus évolutif en cours et de mettre en exergue les défis spirituels actuels de notre société. Alors, dans ce titre, je fais référence aux rayons cosmiques, ce qui implique de les définir quand même un peu, même si certainement beaucoup d'entre vous, les connaissent déjà leur définition. Donc les rayons sont de grands faisceaux d'énergie, pardon, comme de grands canaux par lesquels la vie universelle afflue et se manifeste. Ces rayons sont au nombre de 7. On nous dit qu'ils prennent leur source au-delà de notre système solaire, dans les 7 étoiles de la Grande Ourse, qui elle-même les transmet à notre système solaire. Que font-ils à notre système solaire? Ils l'imprègnent de leur qualité et ils influencent non seulement tout ce qui est manifesté sur le plan physique, le règne minéral, végétal, animal, humain, mais aussi tous les plans subtils. Ils sont en fait, c'est important de les penser comme des grands constructeurs et aussi des grands constructeurs qui imprègnent de leur qualité tout ce qui existe. Il est important de noter que ces rayons ont une activité cyclique et ce qui implique que selon leur entrée ou sortie de manifestation, les systèmes, les cultures, les formes qu'ils vitalisent naissent ou disparaissent.
Cette activité cyclique influence de façon déterminante, nous allons le voir, l'évolution progressive de notre monde, de notre planète Terre et de l'humanité. En ce début de XXe siècle, je vais essayer de vous montrer, ce qui n'est pas facile, comment ils éclairent le défi posé au monde par les nouvelles technologies. Donc, dans cette conférence, je vais aborder 5 points. D'une part, la mise en évidence d'un gigantesque processus évolutif qui remonte au premier système solaire. Donc, nous allons faire un bond dans l'espace et dans le temps. Deuxièmement, nous allons nous demander quels sont dans notre système solaire actuel les rayons dont l'énergie vitalise ces nouvelles technologies. Ensuite, dans un troisième point, nous allons nous demander si nous allons succomber au mirage de Dieu dans la machine, que j'aurai le plaisir de vous définir un peu, ou si nous allons reconnaître l'existence de l'âme spirituelle. Dans un quatrième point, nous essaierons de voir quelle est la contribution des nouvelles technologies à l'avènement de la civilisation nouvelle. Et puis, nous terminerons en parlant de la crise planétaire d'amour qui est imminente et qui est apportée et qui est celle qui va caractériser notre système solaire. Alors, premier point, nous sommes impliqués, je vais faire un partage d'écran, pas tout de suite. Nous sommes impliqués dans un gigantesque processus évolutif. Alors, ce processus évolutif est gigantesque parce que c'est le processus évolutif de notre système, de notre logo solaire. Alors, pour éclairer le défi posé par les nouvelles technologies, nous allons donc remonter au précédent système solaire. Alors, là je vais quand même préciser, le système solaire ça implique d'accepter ce postulat, notre système solaire est le véhicule d'expression d'une grande entité spirituelle qui est notre Dieu, que nous appelons souvent le logos solaire. Alors, un système solaire dure des milliards, vraiment des dizaines de milliards d'années, peut-être plus. Et dans sa propre évolution, notre logos solaire a 3 grandes incarnations dans lesquelles il incarne successivement chacun des 3 aspects de la vie universelle, qui sont les 3 grands rayons primordiaux, nous y arrivons, les 3 grands rayons primordiaux cosmiques, rayon 1, rayon 2, rayon 3, que je vais vous définir plus précisément. Alors, je vais faire un partage d'écran. Je ne suis pas très douée, mais je vais essayer. Voilà. Alors. Est-ce que vous voyez le schéma le schéma? Bon, Oui. il ne dit rien qu'on sent. Merci. Oui, oui. Merci. Alors, tout d'abord, vous voyez ce schéma, donc avec le premier système solaire, le second et le troisième, et donc avec on va dire, des niveaux qui se remplissent petit à petit au fur et à mesure des incarnations de notre logo solaire. Alors, tout d'abord, le système solaire 1, il est la précédente incarnation de notre logo solaire, donc, et il nous est dit qu'il s'agit d'une période très, très lointaine, et si lointaine que le nombre d'années nous en séparant ne pourrait être indiqué qu'en chiffres supra-astronomiques. Dans ce précédent système solaire, le logos a donné corps au troisième aspect de la vie, c'est-à-dire au troisième rayon, celui de l'intelligence active, qui s'est exprimé par la matière. Ce système a donc développé le mental constructeur de formes et l'intelligence s'est incarnée dans la matière et a atteint sa perfection. C'est aussi à ce moment-là qu'il nous est dit que l'humanité est entrée en manifestation avec le principe d'intelligence qui la caractérise. Dans le système solaire 2, donc nous voyons que vient se rajouter un niveau.
C'est le système solaire dans lequel nous sommes actuellement engagés. Notre évolution est engagée dans ce système solaire dont la vocation est d'exprimer concrètement le rayon 2, cette fois-ci, le rayon d'énergie d'amour-sagesse, qui est le second aspect de la divinité. Alors, l'activité intelligente de toutes les formes manifestées est présente, mais elle va être maintenant envisagée sous l'influence du rayon 2, sous l'aspect de la conscience. Et c'est la conscience de groupe unifiée qui devra y devenir parfaite. La hiérarchie spirituelle de l'amour fait son apparition dans ce système solaire et elle devra parvenir à la pleine manifestation sur le plan physique, permettant par là à l'amour de Dieu d'être connu par l'intelligence. Donc, en s'appuyant sur l'intelligence pour faire connaître l'amour de Dieu. Et il nous est dit que dans une prochaine incarnation, notre logos solaire connaîtra une nouvelle incarnation dans un troisième système solaire, le prochain, et alors ce sera le premier aspect divin, le rayon 1 d'énergie de volonté, qui sera exprimé, se démontrant comme pouvoir dans le développement du logos. Et alors, le centre que nous appelons Shambhala, le centre où on nous dit le centre où la volonté de Dieu est connue, manifestera intelligemment et par l'amour l'aspect volonté de la divinité. C'est-à-dire à ce moment-là, les trois aspects seront présents, l'intelligence, l'amour et l'aspect volonté de la divinité pourra s'exprimer grâce à ces deux aspects qui auront été développés auparavant. Bon, après ce grand voyage dans l'espace-temps, nous allons revenir dans notre système solaire. Je vais enlever le partage d'écran. Excusez-moi, je suis un peu perdue. Voilà, donc là, je vais essayer de voir avec vous, nous allons voir ensemble, dans ce système solaire, revenons quand même à quelque chose qui nous concerne directement, quel est le mouvement évolutif qui est à l'œuvre? Alors, dès le début de ce système solaire, nous l'avons vu, l'énergie d'amour, sagesse qui stimule la conscience, elle est latente, mais elle ne peut pas encore être manifestée. C'est d'abord l'aspect intelligence active qui résulte du premier système solaire qui se manifeste avec ses acquis passés. C'est important de comprendre que nous nous appuyons d'abord sur le passé parce que c'est l'énergie en manifestation qui est la mieux connue. Elle est l'énergie de base qui s'exprime sur les plans physiques, émotionnels et mentaux et dans tous les règnes de la nature. Et d'ailleurs, toutes les formes avec leur beauté et leur diversité sont les acquis du précédent système solaire. L'expression de l'intelligence active culmine au début de ce système dans l'énergie créatrice du règne humain qui est sensible à la vie présente dans la matière. Et bien sûr, nous y arrivons, la technologie scientifique en est une extraordinaire manifestation. Donc, dans un premier temps, l'être humain est contrôlé par son intellect qui opère par le cerveau physique. Puis, et c'est l'enjeu actuel, le deuxième aspect d'amour-sagesse commence à se mêler au troisième, et il nous est dit aussi, c'est merveilleux, qu'il se développe grâce à lui. Il utilise la chaleur de l'intelligence créatrice pour nourrir le germe d'amour et de conscience et ainsi l'amener à maturité. Chez l'être humain, le germe de la soi-conscience grandit jusqu'à ce que la conscience individuelle unifiée se manifeste. Et au fil des siècles, l'humanité se prépare progressivement à incarner pleinement le second amour, le second aspect, pardon, en développant la conscience de l'âme et la conscience de groupe. Alors, nous sommes à une période critique. D'après Alice Bailey nous dit que nous arrivons à un point de bascule qui est pour nous un énorme défi.
d'après ces écrits, il semble que nous arrivions à ce point de bascule où nous devons résolument nous détourner de la stricte intelligence active, tournée vers le concret, vers le matériel, pour développer l'amour intelligent qui est le dessein de notre système solaire actuel. Elle écrit, je cite, que la réalisation de la fission du noyau de l'atome est le signe extérieur et la preuve que l'humanité a cerné le mental divin et peut maintenant continuer à cerner l'amour ou la nature attractive de la divinité. Voilà, ce sont ces mots. Alors, bien que le mot cerner soit un peu énigmatique, nous pouvons comprendre que grâce à son intelligence qui sépare et fissure, l'humanité est arrivée à toucher l'essence de la vie dans la matière et elle doit maintenant développer l'amour et la force de la cohésion. Certes, les explosions atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki nous ont fait prendre conscience que la puissance de la technologie est telle aujourd'hui qu'elle peut vraiment constituer une menace pour la nature et même annihiler l'humanité. Il y a effectivement un danger pour l'humanité si dans le sillage du système précédent, du système solaire précédent, elle continue à déployer la puissance de son intellect de façon séparative. Parce que c'est une ligne de moindre résistance dont elle doit s'éloigner, car le dessein de notre système solaire actuel est d'incarner l'amour intelligent avec sa force d'attraction et de cohésion. S'identifier comme dans notre lointain passé à l'intelligence présente dans la matière serait involutif, et l'être humain pourrait perdre l'âme spirituelle qui le distingue du reste de l'évolution. Alors attention, nous n'allons pas verser dans le catastrophisme, ça ne veut pas dire pour autant que le formidable déploiement des nouvelles technologies nous tire vers un passé qui serait devenu involutif. Par contre, un passé qui est évolutif. Par contre, utiliser l'intelligence créatrice de l'être humain avec amour, inclusivité et pour le bien commun, c'est notre objectif et bien sûr, ça ne va pas de soi. Ce retournement implique inévitablement un conflit entre la conscience individuelle, personnelle, égoïste, centrée sur des intérêts matérialistes ou de prestige, avec la conscience de l'âme qui, elle, est fondamentalement sensible à l'évolution du monde. C'est un grand défi, car aujourd'hui, la recherche technologique est étroitement liée à l'attribution des budgets de recherche selon des intérêts économiques. Et il en est de même pour le déploiement du fruit de ces recherches. Il suffit de songer, de se souvenir du scandale de l'amiante ou de l'affaire du sang contaminé. Alors, nous en venons à nous demander quelles sont les énergies dont nous disposons pour relever ce défi. Autrement dit, en ce début du 21e, quels sont les rayons actifs qui vitalisent l'essor des technologies nouvelles et qui détiennent en même temps les clés qui vitalisent l'essor des technologies nouvelles, pardon, pardon, quels sont les rayons qui vitalisent les technologies nouvelles et qui détiennent en même temps les clés pour discerner dans notre conscience ce qui nous tirerait vers le passé évolutif et ce qui, au contraire, nous pousse vers le futur et son intelligence éclairée par l'amour. Alors, nous en arrivons à notre deuxième point. Quels sont donc ces rayons qui vitalisent les technologies nouvelles dans notre système solaire actuel? Tout d'abord, le rayon 3 d'énergie d'adaptabilité et d'intelligence active. Nous en avons déjà parlé. C'est lui qui a été l'énergie dominante du précédent système solaire et il est toujours dans une période d'activité intense et il va le demeurer, bien sûr, hein, puisqu'il est le soubassement dont nous avons besoin. Il est également le rayon qui qualifie notre planète Terre. De plus, depuis 1425, depuis l'an 1425, il est dans un cycle de manifestation qui le met au premier plan pour continuer à influencer notre monde. Donc son influence ne va donc pas s'effacer. Et quel est son apport dans notre système solaire? Il est donc le rayon de l'intelligence. Il s'active pour créer le monde tout en s'adaptant avec ingéniosité aux contraintes de la matière.
Il est réceptif aux idées porteuses d'évolution et il travaille activement dans le temps et l'espace pour faire avancer les idées nouvelles. Il en résulte un grand développement des activités intellectuelles, une activité fabuleuse d'apprentissage par adaptation et une intensification marquée du travail créateur. C'est bien ce qui caractérise notre humanité. L'énergie de ce rayon s'appuie sur l'intelligence enfouie jusqu'au plus profond de la matière. Il peut ainsi aider à théoriser les grandes lois de fonctionnement du monde et aussi nourrir l'incroyable essor et l'ingéniosité des nouvelles technologies. Son apport est incontestablement indispensable à l'évolution quand son énergie est employée pour le bien du tout. C'est ce que nous appelons son aspect bénéfique ou ouvrant. Par contre, comme chaque rayon, il a aussi un impact inférieur ou enfermant quand l'être humain, consciemment ou non, détourne son énergie à son bénéfice personnel ou pour un objectif strictement matériel. Dans l'expression enfermante ou limitante de ce rayon 3, l'être humain est galvanisé par son ingéniosité et il se laisse attirer par beaucoup trop de choses à manifester, il court à droite, à gauche et il finit d'ailleurs par perdre sa direction. Nous pouvons nous demander pourquoi, alors que nous sommes entourés d'assistants électroniques et d'objets connectés qui sont censés nous simplifier la vie, pourquoi sommes-nous toujours plus stressés? Pourquoi est-ce la réactivité qui est valorisée actuellement partout dans les entreprises? Les nouvelles technologies, fidèles au rayon 3, nous mettent dans une urgence permanente. Et au lieu d'être aidés, nous risquerions d'être tous hyperactifs et très stressés. Alors, dans les textes anciens, voici les conseils qui sont donnés au rayon 3, conseils qui sont très actuels, hein, même s'ils nous sont donnés depuis la nuit des temps. Les conseils donnés au rayon 3 pour découvrir la voix de son âme qui le rendra sensible aux véritables besoins du monde et de l'humanité. Il lui est dit des choses qu'il n'aime pas du tout faire. Reste immobile, cesse ce que tu fais, apprends à rester silencieux, calme et sans crainte. Si nous avons bien compris la psychologie du rayon 3, il n'aime pas ça du tout dans un premier temps. Alors, nous pourrions nous dire, la pandémie qui vient d'immobiliser l'économie mondiale serait-elle une invitation à cesser la fuite en avant du rayon 3 en invitant l'humanité à réfléchir aux besoins du monde? Cela, nous en verrons le résultat dans quelques années. Mais en même temps, les technologies qui sont supports d'échanges virtuels ont pris pendant cette pandémie un essor considérable et ont permis à l'humanité de s'adapter aux contraintes du confinement. Nous allons laisser là le rayon 3 et nous allons aborder le rayon 5 qui apporte lui aussi son énergie au fabuleux essor des nouvelles technologies. Je vais faire un partage d'écran à nouveau. Ah, pardon. Excusez-moi. Ah, excusez-moi, je suis perdue dans mon partage d'écran. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez? Là encore, oui. Principe qui ne dit rien qu'on sent. Oui, oui, on voit. Oui, oui. Alors. Ah, excusez-moi, me voilà de nouveau perdue. Les nouvelles technologies, je les adore, mais par moments, je patauge un peu. Alors, ce rayon 5
est le rayon de la recherche et de la connaissance scientifique. Hein. Il est donc il est très, très impliqué, bien sûr, dans les nouvelles technologies. Il est étroitement relié au rayon 3, dont nous venons de parler, auquel il était déjà associé dans le précédent système solaire. Il est en manifestation cyclique sur notre planète, donc sur le devant de la scène, depuis 1775. Et donc, le schéma que je vous montre montre que son énergie s'organise en 3 faisceaux, 3 grands aspects. Tout d'abord, au niveau le plus dense, un courant d'énergie, le courant le plus dense est éveillé et rendu actif par l'action des 5 sens qui collectent les informations qui émanent de l'environnement physique, émotionnel et intellectuel. Ce courant d'énergie nourrit le mental concret ou inférieur, et c'est le niveau qui a été amené à maturité pendant le précédent système solaire. Le courant d'énergie intermédiaire, il est aisément réceptif au rayon majeur de notre système solaire, qui est celui de l'amour-sagesse. Et ce courant, qui est le courant de notre âme, de l'âme humaine, produit dans le mental humain et produit dans toute la création, cette énergie d'amour, la compréhension de cette énergie d'amour-sagesse qui développe notre conscience et qui nous entraîne à découvrir les mondes immatériels. Et un troisième courant d'énergie, le plus subtil, le courant numéro 1, qui vient des mondes supérieurs de l'esprit. Quand ce courant est actif chez l'être humain, il le fait pénétrer dans les mystères de la pensée de Dieu lui-même. Alors, ce rayon 5, travaille activement sur le plan mental, qui est le plan le plus important actuellement de développement pour l'humanité. Sa structure spécifique, je vais arrêter le partage d'écran. Ça va? Alors, j'arrête le... Voilà. La structure spécifique de ce rayon éclaire aussi le mode de travail de ce rayon. Toutes les impressions qui viennent du plan physique l'amènent à entrer en activité sur le plan de la connaissance concrète. Sa recherche est donc d'emblée très en rapport avec le monde matériel. Il cherche l'origine de la vie, il cherche la cause des effets qu'il perçoit dans la nature. Mais la question se pose, cette origine est-elle dans la matière ou est-elle au-delà dans l'âme et les mondes immatériels? Autre question posée par le rayon 5, il y a aussi le rayon de la psychologie, c'est-à-dire de la science de l'âme. Là encore, la question se pose, la source de la pensée est-elle dans le cerveau lui-même ou est-elle dans l'âme? Dans les deux cas, la tendance première sera de chercher la cause origine dans la matière en ignorant l'existence de l'âme. Alors, dans son aspect ouvrant et évolutif, la quête infatigable du chercheur rayon 5, le conduira à la compréhension de l'âme et de ses potentialités. Ce rayon est profondément sensible à l'énergie d'amour-sagesse, car toute sagesse est de la connaissance acquise par l'expérience et mise en œuvre par l'amour. Son énergie, qui est souvent associée à celle du rayon 3, vitalise bien sûr et influence énormément, a influencé les technologies anciennes et influence les technologies nouvelles et futures. Il a déjà nourri nombre de grandes découvertes en chimie, en électricité et en physique, par exemple. Alors, dans son expression enfermante, car il a bien sûr lui aussi une expression enfermante, qui, là encore, est souvent la ligne de moindre résistance, il cherche la cause de la création exclusivement dans la matière
et il élimine l'existence de causes qui émanent des mondes immatériels. Il rationalise à l'excès, il exagère l'importance de la forme et, suivant la ligne de moindre résistance tracée dans le précédent système solaire, il survalorise l'intellect et met sa connaissance au service du matérialisme intense qui peut aller jusqu'à la négation de l'âme. Voilà ce qui lui est dit dans les textes anciens. Voilà le conseil qui lui est donné par l'âme au chercheur pour qu'il se détourne de cette ligne de moindre résistance du système solaire précédent. Connais bien la forme, mais laisse-la avec joie pour me chercher, moi, l'âme. Construis en partant des hauteurs, c'est-à-dire des lois de l'âme et de l'esprit, et ainsi montre la valeur des profondeurs de la matière. Un autre grand rayon est impliqué dans l'essor des technologies nouvelles, c'est le rayon 7 de l'organisation de la loi et de l'ordre. Son énergie est également cycliquement en manifestation sur notre planète, sur le devant de la scène, depuis 1675. Et cette énergie est très importante car le dessein de ce rayon est de créer la civilisation nouvelle qui sera apte à manifester l'âme spirituelle. Son énergie est devenue dominante et elle influence considérablement notre monde du XXIe siècle. C'est un grand créateur, un grand rayon créateur qui coordonne le visible et l'invisible. Ces réseaux, il est un grand créateur de réseaux, et ces réseaux transmettent la vibration de la vie unique jusque dans les multiples détails du monde créé. Dans son expression ouvrante, il est le rayon de la loi et de l'ordre, car pour que chaque infime particule reçoive la juste quantité et qualité de vie qui lui convient, il faut que chaque chose soit à sa juste place dans l'espace et dans le temps. C'est pour cela qu'il est aussi appelé le rayon des justes relations. Son champ d'action est la globalité d'un système dans lequel tous les éléments sont en lien les uns avec les autres, sont interdépendants et coopèrent. Il est donc créateur du réseau sur lequel circulent toutes les informations du système. Alors, immédiatement, nous pensons à l'ordinateur, Internet et tous les réseaux sociaux qui sont le fruit de sa considérable énergie. Son énergie ouvre à la mondialisation, pas seulement à la mondialisation économique, mais aussi l'essor des technologies de l'information et de la communication ouvre à une mondialisation qui est également politique, sociale et culturelle. Tous les ingrédients sont donc là pour construire la civilisation nouvelle. Alors ce rayon a également une expression enfermante, et dans son expression enfermante, il perd de vue la globalité qui fait sens et qui permet que la vibration de vie circule librement sur le réseau, et au lieu de l'ordre et des justes relations, il produit le chaos. S'il fait un usage personnel de son pouvoir, le réseau n'est plus un support de libre circulation de la vie, mais au contraire un outil de privation de liberté. Il est aussi le rayon de la désinformation dont nous souffrons également actuellement avec les fake news qui circulent sur les réseaux. En effet, un détail prend sens et trouve sa place à un instant donné en fonction d'un système dont il fait partie. Mais l'information est manipulée quand elle est sortie de son contexte pour lui donner un sens différent. Là, c'est ce que nous subissons actuellement avec les fake news divers et variés. Dans les textes anciens, voici le conseil qui était donné par l'âme au constructeur de rayon 7. On lui dit « Mets-toi à l'unisson du tout, coopère, et n'oublie pas que c'est l'amour qui soutient. » Voilà, nous avons donc trois grandes énergies qui convergent quand il s'agit d'inspirer les technologies nouvelles. Et nous voyons que l'ordinateur, Internet, l'intelligence artificielle, les robots, les implants médicaux et tant d'autres technologies révolutionnaires résultent de cette convergence. Mais bien sûr, n'oublions pas de mentionner quand même la présence très active du rayon 2 d'amour-sagesse, qui est le rayon de notre système solaire.
même si son influence demande à être vitalisée de plus en plus. Alors, ce rayon est également très actif en ce 21e siècle. Son influence est omniprésente puisqu'il est le rayon qui qualifie notre système. Et sur notre planète, il est entré dans un cycle de manifestation active et accrue pardon, depuis 1575. Son énergie est amour et pouvoir d'union. Elle est responsable de toutes les relations. Elle est l'âme de toute chose et de toute forme jusqu'à son plus haut point d'expression dans l'âme humaine. Son énergie est aussi celle de la sagesse à cause de son désir particulier pour la connaissance pure et la vérité absolue. Dans son aspect ouvrant, son énergie est inclusive. Elle fait prendre conscience de l'unité et œuvre au développement de la conscience de groupe. Mais dans son aspect enfermant, parce qu'il a lui aussi tout amour, sagesse soit-il, un aspect enfermant, dans son aspect enfermant, son énergie d'attraction attire la matière et attire tellement la matière que sa lumière disparaît. L'énergie d'attraction constitue aussi des groupes qui peuvent garder des intérêts égoïstes et matérialistes, d'où leur puissance énorme. Nous pensons bien sûr aux multinationales comme les GAFA, qui sont un exemple criant de cette puissance matérialiste. Dans les textes anciens, l'âme dit au chercheur « Libère-toi de tout ce qui t'entoure et regarde vers moi avec les yeux de l'amour. » Voici donc 4 grands rayons cosmiques impliqués dans le défi évolutif posé par les technologies nouvelles. La question est, allons-nous verser dans la ligne de moindre résistance tracée par le premier système solaire en nous identifiant à la matière au risque pour l'humanité de perdre son âme, ou allons-nous suivre la voie du développement de la conscience comme nous y incite le rayon d'amour-sagesse? Les nouvelles technologies sont une illustration cruciale de ce dilemme. Là aussi, nous avons de grandes convergences, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, cognition, entre autres. Ces 4 disciplines associent leurs compétences pour propulser l'essor des nouvelles technologies. Allons-nous nous laisser tromper par le mirage de Dieu dans la machine, ou parviendrons-nous, grâce à ces technologies, à démontrer l'existence de l'âme? C'est la question du 3e point de cet exposé. Alors tout d'abord, le mirage de Dieu dans la machine. Moi, personnellement, c'est un nom qui m'amuse beaucoup et qui m'a posé souvent pas mal de questions. C'est quoi le mirage de Dieu dans la machine? Alors c'est un grand mirage du rayon 3 d'intelligence active et c'est aussi un mirage qui résulte du précédent système solaire et c'est aussi un mirage du rayon 5. Donc vous percevez, il a de quoi être très actif actuellement. Alors, le mirage implique une vision déformée. Dans sa vision déformée, l'être humain ne perçoit pas que l'intelligence prend sa source dans l'esprit, bien au-delà de la matière et bien au-delà de son propre cerveau. Mais il pourrait se prendre, et il va jusqu'à se prendre pour Dieu lui-même, et il est persuadé avoir le pouvoir d'insuffler totalement son intelligence dans sa création, sa machine, ses robots divers. Certes, la biotechnologie notamment nous montre que la frontière entre le vivant et l'artificiel s'amenuise. Mais est-ce à dire pour autant que la différence entre un humain et les robots intelligents va disparaître? C'est quand même une question qui reste largement posée. Alors, le mirage dans la machine, c'est, dans un premier point, l'homme qui se prend pour Dieu. La science et la technologie vont-elles permettre à l'humanité de dépasser les limites assignées par la nature, à commencer par son intelligence qui est limitée et par la mort qui attend chaque être humain à la fin d'une incarnation? Les nanotechnologies vont-elles permettre de créer des corps artificiels perfectionnés et de guérir toutes les maladies grâce à des nanorobots qui vont circuler dans nos veines ou des nanorobots biologiques qui vont être capables de traiter directement les cellules malades?
certes, il ne s'agit pas, là encore, de sataniser ces recherches qui répondent à un besoin humain très légitime, besoin humain de pouvoir poursuivre son évolution et son incarnation avec un corps en meilleure santé. Mais pour les transhumanistes, c'est bien au-delà de rendre strictement service à l'être humain pour une incarnation, car l'avenir de la conscience humaine passe pour eux, passe par une fusion avec la machine. C'est bien le mirage de Dieu dans la machine. Des recherches sont faites pour créer une copie numérique du réseau de neurones d'un cerveau et pour l'installer dans un nouveau corps robotique, par exemple. Les humains de demain deviendraient donc des programmes informatiques. Hein. Nous voyons le mirage de Dieu dans la machine, c'est faire fi de l'essence immatérielle de l'âme spirituelle. Alors, nous avons aussi, ce qui nous interroge, l'intelligence artificielle et les algorithmes. Sont-ils les moyens de mettre Dieu dans la machine? Alors, les algorithmes exercent une emprise croissante sur nos vies, que ce soit pour trouver un emploi, pour obtenir un crédit, pour rencontrer l'âme sœur, ou aussi pour déterminer l'admission post-bac dans une université. Ils calculent, comment procèdent-ils? Ils calculent nos régularités, les produits que nous achetons le plus souvent, nos goûts culturels, et ils en produisent des prédictions. Outre le fait qu'il s'agit d'une immense prédation de nos données privées, ce que nous proposent les algorithmes nous enferme dans nos habitudes, car ils orientent notre action à notre insu. C'est bien le mirage de Dieu dans la machine. Bien sûr, ils permettent aussi de nombreuses avancées qu'il ne faut pas ignorer. Par exemple, ils améliorent la fiabilité des opérations lors des tâches répétitives comme l'analyse de tests médicaux classiques. Mais aussi puissants soient-ils, les algorithmes ne sont pas doués de raison. Et tout l'enjeu pour l'homme consiste à apprendre à les maîtriser. Alors, autre question. Est-ce que le mirage de Dieu dans la machine pourrait nous faire penser que nous allons donner une morale à nos robots? Les machines sont de plus en plus amenées à jouer un rôle dans l'aide à la décision, voire à se substituer à des décideurs humains. Par exemple, un robot humanoïde peut être programmé pour être capable de relations sociales avec des personnes en quête d'autonomie. Ou un véhicule dit autonome ou intelligent peut être programmé afin, en cas de danger, il puisse trancher les dilemmes moraux. Ces machines dotées d'intelligence artificielle peuvent-elles être considérées comme des agents moraux? Un être capable de décider et d'agir moralement n'est-il pas nécessairement un être doté de conscience, de capacité à former des intentions et de prononcer des libres choix? Allons-nous pouvoir calculer l'algorithme de la conduite morale? En sus de la pensée rationnelle relevant de l'intellect, la conduite morale ne fait-elle pas intervenir aussi une dimension supérieure qui relève de la stricte essence spirituelle de l'être humain? Le sens moral se développe au fil du déploiement de notre conscience. Et devant le déploiement de cette conscience, notre seule raison est impuissante. L'échec à calculer l'algorithme de la morale pour les robots obligera-t-il les scientifiques à faire l'hypothèse de l'existence de l'âme spirituelle? C'est aussi une question qui se pose avec la neuropsychologie cette fois-ci. Excusez-moi. Avec les neurosciences, jamais les chercheurs n'ont fait autant d'avancées sur le fonctionnement du cerveau humain. Pourtant, la compréhension globale de l'esprit échappe encore à l'être humain. Je ne t'entends plus. Ah, c'est revenu. Quelque chose s'est arrêté? Tout va bien? C'est revenu, moi c'est revenu. Oui, tout va bien?
Oui, Le Human Brain Project est un projet scientifique d'envergure internationale qui rassemble des milliers de chercheurs. Il vise d'ici à environ 2024 à simuler le fonctionnement du cerveau humain grâce à un superordinateur. Les résultats obtenus auraient pour but de développer de nouvelles thérapies médicales plus efficaces sur les maladies neurologiques et aussi de développer l'intelligence et aussi, bien sûr, de développer des nouveaux modes de communication. Alors, certes, là encore, la réalisation d'implants cérébraux permettant aux personnes handicapées de mouvoir des prothèses ou leurs fauteuils roulants par la pensée serait absolument extraordinaire. Mais nous pouvons quand même nous demander si l'implant débarrassant une personne de sa dépression ne serait pas aussi lui supprimer tout l'accès à la prise de conscience du conflit qui se produit en lui entre l'âme et la personnalité, conflit qui momentanément déstabilise ses désirs. Un cerveau qui serait customisé par les nanobiotechnologies va-t-il nous ouvrir la porte du mental supérieur? Autrement dit, la pensée est-elle le produit du cerveau seul ou le cerveau est-il seulement le merveilleux outil traducteur de la pensée de l'âme? Nous le voyons, le mirage de Dieu dans la machine est un mirage qui est bien tenace et c'est en focalisant sur lui la lumière de l'âme qu'il sera dissipé. Mais par ailleurs, il est clair que les technologies de l'information sont des accélérateurs de la structuration future de la société qui sera une société spirituelle avec des valeurs spirituelles. Donc nous en arrivons à notre quatrième point qui est la contribution des nouvelles technologies à l'avènement d'une civilisation spirituelle. Il est intéressant de constater que les critiques faites à la technologie visent toutes des points clés du processus évolutif, là où la conscience plus ou moins éveillée peut basculer vers l'évolutif ou au contraire vers l'involutif. Là encore, nous avons à construire pas à pas le chemin du milieu dans notre conscience. Je vais mettre en évidence 3 leviers évolutifs de la civilisation future. D'une part, le partage, la coopération et l'entraide à l'échelle planétaire. Deuxièmement, la nécessité du développement du mental supérieur et l'avènement de l'âme et de la conscience de groupe. Troisièmement, l'instauration de nouveaux modes de gouvernance en donnant sa place à la voix des peuples. Premier levier donc, le partage, la coopération et l'entraide à l'échelle planétaire. Un monde de partage est en train de se dessiner, avec notamment de nouvelles modalités de lien social, car les réseaux sociaux ont profondément modifié notre vie sociale. Pas un jour sans que nous soyons en contact virtuel avec quelqu'un. Aujourd'hui, les utilisateurs de tous âges utilisent Internet aussi bien pour envoyer des mails professionnels que pour nouer des relations amoureuses, partager des photos avec des parents éloignés, participer en vidéo à des réunions de travail, etc. Grâce à Internet, des malades, notamment ceux atteints de maladies rares, peuvent participer à des forums d'entraide, rompre la solitude, avoir de meilleures informations sur leur traitement. Les critiques avancent, arguent du peu de consistance de ces liens factices, virtuels et artificiels. Certes, ces liens sont virtuels, ils ne remplacent pas le contact véritable en présence. Mais là encore, les opposés se côtoient. Allons-nous vers un délitement du lien social ou au contraire et aussi vers des liens sociaux enrichis et confortés? Nous assistons également à une révolution dans la transmission et le partage du savoir. Allons-nous vers une universalité de l'accès au savoir et à l'éducation? Le web permet une diffusion sans limite des savoirs. Le jeu des fameux liens hypertextes stimule la créativité en créant des ponts entre des savoirs qui étaient autrefois cloisonnés.
Le fonctionnement du web a même fait émerger un amusant concept, celui de la sérendipité, qui est l'art de trouver ce que l'on ne cherchait pas. Ce concept est à l'évidence un pur produit du rayon 3 d'intelligence active dont le mental foisonnant est toujours prêt à saisir toutes les opportunités, même si elles le mènent loin de son objectif initial. Mais ces flux d'informations et ces sollicitations continuelles peuvent aussi empêcher la lecture approfondie et troubler la concentration. C'est ce qu'avance par exemple le sociologue Nicolas Carr quand il affirme que Internet rend bête en incitant à la dispersion mentale. Certes, certains louent les sites participatifs comme YouTube et Wikipédia qui nourrissent un savoir collectif. D'autres dénoncent leur amateurisme. La démocratisation du net fait effectivement se côtoyer experts, professionnels et amateurs. Sur Internet, il n'y a pas de vérité, il y a des points de vue multiples. Et qu'en est-il de la propriété intellectuelle et artistique qui, jusqu'à présent, protégeait la création des individus? Il est devenu quasi impossible parfois d'attribuer à coup sûr la paternité d'un texte ou d'un morceau de musique à un auteur, tellement il y a eu de remix ou de reprises. Téléchargement illégal, piratage. Certes, les maisons de disques sont aujourd'hui menacées par cette société de partage et d'échange. Comment nous y adapter? La connaissance et la culture sont-elles en train de devenir un bien commun que personne ne peut s'attribuer en propre? Faut-il nous en alarmer ou nous en réjouir? Nous avons aussi désormais accès à un partage de transmission et de compétences d'expérience. Les tutoriels en sont un exemple frappant. J'ai un problème à résoudre, je pose la question sur le net. D'autres ont certainement rencontré la même difficulté et ils vont me dire « Je suis en panne pour réaliser un bricolage, il y a certainement un tuto qui va m'expliquer comment faire. » Un monde de partage accru est donc en train de naître avec, nous le voyons, ses atouts et ses difficultés. Second levier pour aboutir à créer notre civilisation nouvelle, le développement du mental supérieur, de l'âme et de la conscience de groupe. C'est une absolue nécessité. Le mental concret inférieur a été développé dans le précédent système solaire. Et c'est maintenant le mental supérieur illuminé par l'amour-sagesse qu'il nous appartient de développer. Pour nous y retrouver, dans la cacophonie des informations contradictoires, nous sommes obligés de développer notre discernement, notre bon sens et notre sagesse. Par ailleurs, la croissance exponentielle des techniques change entièrement le regard que l'être porte sur le monde et sur lui-même. Elle nous ouvre à une réalité suprahumaine car elle donne accès à des niveaux de réalité que nous ne pourrions pas percevoir autrement. Elles sont en train d'interroger l'essence même de l'être humain. Peut-on encore penser l'être humain comme un individu singulier, autonome et conscient? Les bases de données stockent et font circuler des milliards d'informations qui ne sont plus du tout à la mesure du cerveau humain. Comment allons-nous faire face à cet océan de données? Allons-nous pouvoir trouver un sens commun? Nous avons vu précédemment que c'est le chaos qui guette le rayon 7 et qui le pousse à rechercher dans les plans supérieurs le rythme de la vie qui unifie le tout. N'y aurait-il pas à l'œuvre une intelligence initiale, une pensée, un plan dont nous allons finalement reconnaître l'existence? Troisième levier évolutif, et qui n'est pas le moindre, l'élaboration de nouveaux modes de gouvernance. Le rayon 7 de la loi et de l'ordre donne son énergie aux réseaux sociaux et nous oblige à repenser les modes politiques de gouvernance. La parole du rayon 7 qui exprime son dessein dit
le plus haut et le plus bas se rencontrent. Sur le plan politique, son énergie va donc bouleverser les modes de gouvernance, et elle a déjà largement commencé à le faire, mode de gouvernance entre le pouvoir, le plus haut, et les peuples, le plus bas. La société à hiérarchisation verticale qui caractérisait la société patriarcale est maintenant mise à mal par le web et les réseaux grâce auxquels la voix du peuple peut prendre corps. Autant la démocratie que les régimes autoritaires sont mis en cause par la montée de la voix des peuples. Allons-nous vers un espace politique revitalisé? Là encore, les extrêmes se côtoient. Internet peut être le support de la liberté d'expression, mais il est aussi une arme qui favorise la surveillance des masses. Les photos qui témoignent de la répression font le tour du monde en quelques secondes, mais le web peut aussi permettre d'accroître la surveillance exercée sur les citoyens. Là encore, la présence de ces grands contraires nous oblige à développer le discernement dans l'utilisation que nous faisons des réseaux. Dernier point, qui sera aussi la conclusion de cette conférence, l'imminence d'une crise planétaire d'amour. Cette notion de crise planétaire d'amour est employée par Alice Bailey pour désigner le défi qui se présente à l'humanité en ce début du XXIe siècle. Car le moment est venu de développer l'amour-sagesse du rayon 2 qui qualifie notre système solaire et de se détourner de la valorisation de l'intelligence purement intellectuelle orientée vers le matérialisme comme dans notre précédent système solaire. Nous l'avons vu, le risque serait pour l'être humain d'y perdre son âme. Cette crise, qui est aussi une grande opportunité, touche tous les secteurs des affaires humaines. Le rayon 7, rayon de la loi et de l'organisation, dont la tâche est de créer les formes de la civilisation nouvelle, prête son aide au rayon d'amour-sagesse pour que son énergie puisse s'incarner sur l'ensemble de la planète. Les réseaux créés par le rayon 7 sont les canaux de diffusion de l'énergie d'amour inclusive et rayonnante. N'oublie pas que c'est l'amour qui soutient, dit l'âme au rayon 7. La pandémie a été un grand accélérateur dans le déploiement des nouvelles technologies de la communication. Mais la communication qui fait passer une information d'un émetteur à un récepteur n'est pas pour autant un lien d'amour. Internet ne remplace pas la relation en présentiel. Nos récentes périodes de confinement nous le montrent. L'amour, l'empathie, la bonne volonté ont été aussi véritablement mises à l'épreuve par la pandémie. L'être humain a pu développer de la méfiance ou parfois un individualisme irresponsable. À l'échelle planétaire, les nations ont montré également leur égoïsme par de la rétention de vaccins ou par le manque d'empressement à en fournir aux pays défavorisés. Promouvoir l'incarnation, excusez-moi, j'ai un animal qui cherche à développer son intelligence, voilà, excusez-moi. Promouvoir l'incarnation de l'amour-sagesse dans les affaires du monde ne va pas de soi. Le maître des cas précise que cela demandera de l'énergie spirituelle, un solide sens des affaires et beaucoup d'habileté dans l'action. Il nous appartient de créer cette société nouvelle à partir des valeurs. La société en réseau qui est désormais la nôtre est largement fondée sur l'utilisation de l'information et de la connaissance. Mais les réseaux en eux-mêmes, ils sont neutres. Si la valeur dominante de l'être humain est l'accroissement de la valeur financière marchande, ce sera la valeur dominante qui se propagera sur les réseaux. Mais si préserver la nature, respecter les droits humains, développer l'empathie deviennent les valeurs essentielles, les processus de programmation des réseaux en ce sens se mettront en marche. Plus que jamais, c'est la puissance des idées qui compte. C'est le travail du rayon d'amour-sagesse de notre système solaire, qui est de construire et diffuser les idées qui apporteront l'unité et l'harmonie à la civilisation qui est en train de naître. C'est à ce grand travail que l'Institut Alcor essaie d'apporter sa modeste, très modeste contribution. Merci de m'avoir écouté.
Merci. Alors, nous